Bastien Teinturier, bonjour. Salut. De retour sur Grand Angle Crypto. Merci de m'avoir. C'était une évidence pour nous de te réinviter. Ta première intervention sur GAC a cartonné, c'est ce qu'on disait en off. Tu as rempli un stade de France, plus de 50 000 personnes, les gens t'ont adoré. Donc nous, il fallait qu'on te réinvite et qu'on rediscute un peu des avancées du Lightning Network. Donc on est très content de te recevoir à nouveau. C'est gentil. Avant qu'on se lance, est-ce que tu peux du coup quand même rappeler aux personnes ce que tu fais et qu'est-ce qu'A5 ? Ok, alors moi je travaille chez A5. Avec A5, on travaille sur le Lightning Network et on fait partie des boîtes qui ont fondé vraiment le Lightning Network. Le Lightning Network, c'est un projet assez intéressant parce que c'est un projet où on est plusieurs boîtes à travailler dessus. On est à la fois partenaires et concurrents. On se met d'accord sur la direction générale et ensuite chacun peut implémenter quelque chose de légèrement différent avec sa touche à lui, sa vision à lui, et ça apporte de la richesse à l'écosystème. Et A5 est une des boîtes qui a contribué au fondement de ce projet. Donc on travaille sur les spécifications du Lightning Network et on développe aussi une implémentation Éclair pour faire tourner sur un serveur et un wallet pour mobile qui s'appelle Phoenix. Donc c'est ça, vous vous basez sur les spécifications, donc tout le monde a les mêmes règles, mais ensuite le code en lui-même, vraiment les lignes de code, ça par contre c'est une particularité chez A5, chez le Lightning Labs, chez Cash App par exemple. Enfin, tout le monde va implémenter un peu sa solution particulière et comme tu nous l'expliquais la dernière fois, il faut que toutes ces implémentations soient interopérables et compatibles, ouais. Et c'est pour ça que vous vous mettez d'accord sur les spécifications. Elles en Exactement. sont où ces spécifications et quels sont les gros problèmes, les gros points de discussion là en ce moment entre vous Ok, alors déjà je vais faire un très rapide rappel de ce processus de spécification. À la base, quand Lightning a commencé, ça a vraiment été sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelle Rusty Russell, qui est un Australien qui a travaillé sur le kernel Linux pendant longtemps, qui a une grosse expérience de l'open source, et c'est lui qui a poussé cette vision de travailler autour de spécifications communes. Il s'est dit, comme on va chacun faire notre implémentation et qu'on veut que les implémentations puissent se parler, il faut qu'on travaille ensemble sur une spécification un peu style à la RFC, et qu'ensuite chacun implémente cette spécification. Donc lui travaille pour Blockstream, et Blockstream, Lightning Labs et nous sommes retrouvés pour décider de comment on allait fonctionner pour travailler sur ces spécifications. C'est principalement au début surtout Rusty qui a fait une grosse partie de ce travail parce qu'il avait plus d'expérience open source, plus d'expérience pour structurer des projets comme ça, et ensuite chacun implémente, mais aussi en open source, mais dans des langages différents et avec parfois des trade-offs différents, sa solution. Et la spécification avance bien, il y a des changements régulièrement qui sont ajoutés à la spécification. À chaque fois qu'on veut ajouter un gros changement à la spécification, il faut qu'au moins 2 des équipes aient implémenté ce changement et soient d'accord dessus. Donc il n'y a pas besoin... 2 entreprises. Exactement. Il y a ensuite, au début on était 3, et il y a LDK qui est... le Lightning Development Kit qui a été créé par Spiral, qui était avant Square Crypto, qui était une branche de Square, qui est une des boîtes de Jack Dorsey, qui a rejoint le projet et qui contribue activement maintenant aux spécifications et à leur implémentation. Donc c'est très sympa parce qu'il rajoute un nouvel acteur et ça rajoute du nouveau dynamisme sur le projet. Et donc comme je disais, voilà, il faut 2 implémentations pour accepter un changement, mais en général, on attend quand même qu'il y ait une acceptation au moins sur le concept d'à peu près tout le monde, parce qu'on est quand même relativement peu nombreux, donc on peut se le permettre. Donc parfois, ça fait que beaucoup de changements mettent beaucoup de temps avant d'être ajoutés au Lightning Network, mais c'est ce qui permet d'avoir le plus de paires d'yeux possible qui vont regarder et s'assurer qu'à la fin, on a quelque chose qui va plaire à tout le monde et qui surtout est fait de la manière la plus efficace possible. Donc c'est souvent lent. Mais c'est quand même plus rapide que Bitcoin Core. Mais voilà, c'est quand même beaucoup plus rapide que Bitcoin Core parce qu'on a l'avantage de ne pas avoir un consensus global dans Lightning. C'est très business, c'est très orienté business au final. Oui, au fond, même si t'es pas interopérable avec les autres, ça n'impacte que les nœuds auxquels tu es connecté et ça va pas avoir un impact global sur tout le réseau. Donc ça peut pas déstabiliser tout le réseau à moins d'avoir un vrai gros énorme problème d'interopérabilité. Donc on peut se permettre d'aller un petit peu plus vite. Mais on passe aussi quand même de toute façon beaucoup de temps à tester notre implémentation contre celle des autres, surtout quand on crée une nouvelle feature. Par exemple, récemment, on a ajouté 2 features qui s'appellent ZeroConf et SCID alias, une qui permet d'utiliser des channels avant qu'ils soient confirmés et une autre qui permet d'utiliser un alias pour un channel pour ne pas révéler la vraie transaction on-chain qui est associée à ce channel.
Et ces choses-là, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ça faisait longtemps que personne n'osait se lancer dans la spécification parce que c'est beaucoup de boulot d'écrire cette spécification. Et ensuite, c'est beaucoup de motivation de le pousser, demander aux gens de revoir ça, demander aux gens d'implémenter ça, de donner du feedback constructif. Mais c'est Rusty qui a fait ça. Ça a pris pas mal de temps, mais là, on l'a tous implémenté. On a tous pris le temps de bien tester que notre implémentation fonctionnait avec celle des autres. Ça nous a appris plein de choses parce qu'au début, en fait, même cette spécification qui nous semblait hyper claire, on s'est rendu compte en testant qu'il y avait des petits détails où chacun l'interprétait un petit peu différemment. Donc c'est très important d'avoir cette phase de test où on vérifie que notre implémentation fonctionne avec celle des autres et ça se passe très bien là-dessus. On a tous le réflexe de le faire, donc c'est ce qui permet de garder une bonne qualité. Beaucoup de Linux en fait, de tout ce qui a été fait depuis plusieurs décennies. Là, ça au fond c'est assez différent de Linux parce que Linux c'est qu'une seule codebase, il n'y a pas plusieurs implémentations de Linux. Donc là-dessus, je ne sais pas ce qui a poussé Rusty à dire qu'on allait faire autour d'une spécification. Peut-être il avait tout de suite senti qu'on allait être plusieurs boîtes à travailler dessus et que donc on voudrait tous tirer potentiellement, on aurait tous des priorités différentes et que donc pour tenir tout ensemble, il fallait ce système de RFC spécification. Mais là-dessus, c'est très différent de Linux parce que Linux, pour le coup, est une seule code base avec quand même plutôt un système assez hiérarchique où il y a les maintainers, il y a Linus Torvald et des gens doivent vraiment approuver et peuvent en petits groupes approuver des changements. Là, ici, on est plutôt plusieurs boîtes au même niveau et qui doivent se mettre d'accord pour approuver un changement. Personne ne peut le faire passer tout seul et c'est compliqué aussi de se mettre à deux, essayer de pousser, même si on était 3 sur les 4 à vouloir un changement, si le 4e disait non, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, c'est pas acceptable, à mon avis on le ferait pas. Une sorte de veto dans le système. Exactement, comment ça évolue pas dit. Depuis un an, la dernière fois tu mentionnais qu'il y avait quand même certains problèmes à résoudre, il y avait certaines limitations dans la technologie. Hier, on interviewait, je ne sais pas quand est-ce que notre discussion va être publiée, mais hier, du coup, on discutait, on interviewait Taj, du coup, le co-auteur du white paper du Lightning, lui qui était quand même relativement, pas sceptique, mais en tout cas objectif, je dirais, sur le Lightning, qu'il y avait encore énormément de choses à résoudre, qu'aujourd'hui, clairement, tu ne mets pas un pays sur le Lightning, ça serait très compliqué à l'heure actuelle, donc encore moins... une planète entière, alors que quand tu écoutes parfois certains bitcoiners, c'est la solution à tous nos problèmes. Enfin, en tout cas, c'est la solution de mise à l'échelle de Bitcoin. Enfin, ça y est, on a résolu le problème. Donc il y a plusieurs questions là, en une, mais du coup, quel est ton avis un peu sur la situation et comment on peut résoudre justement ces problèmes ? Alors je pense que oui, il y a toujours une grosse dissonance entre ce que disent les développeurs qui travaillent concrètement sur le projet et ce que disent les gens qui sont enthousiastes au sujet du projet mais qui n'ont pas vraiment les mains dans le cambouis. Et on va clairement être beaucoup plus critique parce qu'on sait tout ce qui peut ne pas aller, on sait tout ce qui a besoin d'être amélioré. Et je pense que c'est aussi un trait d'ingénieur. Je pense qu'on prend un ingénieur qui travaille sur n'importe quel projet, il va toujours commencer par pointer du doigt les problèmes à résoudre plutôt que le résultat final. Et il y a énormément de choses à résoudre. Clairement, c'est pas prêt. On ne peut absolument pas onboarder toute la planète sur Lightning aujourd'hui. Et je sais pas si on pourra le faire un jour. Et même à l'échelle qu'on a aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont pour moi inacceptables et qu'il faut qu'on résolve, mais qui sont complexes, qui demandent des changements sur Bitcoin, donc qui prennent beaucoup de temps. Mais par contre, il faut aussi pas oublier parfois de quand même reculer un peu et de regarder ce qu'on a accompli. Et encore une fois, c'est Rusty qui la dernière fois qu'on l'a vu nous a dit, mais on a passé beaucoup de temps à dire ah là là, il y a ces problèmes, ah ça c'est compliqué à résoudre, faut qu'on trouve une solution pour ce truc-là. Puis à un moment, Rusty a dit attendez, reculez un petit peu, quand même pensez à où on était il y a 3-4 ans où on n'avait rien. Regardez ce qu'on a, c'est quand même incroyable. On a quand même quelque chose qui est vachement utilisé par des milliers de personnes, beaucoup plus, de dizaines de milliers de personnes, qui fonctionne globalement bien. Évidemment, il y a plein de problèmes à résoudre, mais il ne faut pas non plus peindre une image beaucoup trop noire de l'état du projet. Il y a des problèmes à résoudre, c'est sûr. Il y a des problèmes dont on ne connaît pas encore la solution et qui vont nous demander beaucoup de recherche avant de trouver une solution satisfaisante. Mais quand même, on a quelque chose qui est intéressant. Mais c'est clairement pas la solution à tous les problèmes. Et ça pourrait être utilisé qu'en complément d'autres technologies si on veut vraiment que ça permette à beaucoup de monde d'utiliser Bitcoin. Justement, toi, c'est quoi s'il y avait une priorité à mettre vraiment sur le haut de la liste, quelle est-elle ? Alors, je sais Qu'est-ce qui t'obsède quand tu t'endors le soir ? Parce que beaucoup de gens parlent de scaler, de pouvoir onboarder le monde entier. Moi, c'est vraiment pas ce qui m'obsède parce que je pense pas que le monde entier ait besoin de Lightning, honnêtement. Beaucoup de gens rêveraient que tout le monde l'utilise, mais je pense pas nécessairement que ce soit souhaitable. Déjà,
faut pas forcer les gens à utiliser un truc dont ils n'ont pas besoin, et je pense pas que tout le monde ait absolument besoin d'utiliser Bitcoin ou Lightning. J'aimerais bien que tout le monde en tout cas puisse l'utiliser, mais je pense pas que ce soit réaliste de dire que tout le monde va l'utiliser dans quelques années. Donc là-dessus on a le temps, ça c'est quelque chose qui sera compliqué à résoudre parce que Lightning tout seul ne résout pas ce problème, il faut le coupler à d'autres solutions comme peut-être des payment pools, des sidechains, des Fedimint, ce genre de choses, mais ça viendra et d'autres personnes sont en train de travailler sur ces solutions complémentaires, donc je pense qu'à terme on pourra y arriver. À plus court terme, ce qui m'embête plus, c'est les problèmes potentiels de sécurité liés, je pense que c'est déjà ce que je disais l'année dernière, liés au même pool de Bitcoin, au fait que c'est compliqué de remplacer des transactions dans le même pool avec une transaction qui paierait plus de frais de transaction. Il y a aujourd'hui des attaques qui sont possibles où un attaquant peut empêcher une transaction de confirmer avant une certaine deadline. Et toute la sécurité de Lightning est basée sur le postulat qu'on est capable, si on veut payer, si on est capable de mettre assez de frais de transaction, on peut faire confirmer une transaction avant une certaine deadline. Et ça, en réalité, dans les faits, c'est pas complètement vrai dans certains cas. Ça, on va peut-être leur expliquer. Du coup, revenir un peu dans le principe. Donc, nous, on ouvre un canal tous les deux. En gros, on va bloquer un Bitcoin chacun au milieu de la table. Ensuite, on va s'échanger ces 2 Bitcoins entre nous. Et le principe de Lightning, c'est que on peut, l'un et l'autre, fermer de manière unilatérale le canal quand on veut. C'est-à-dire que si toi tu disparais ou machin, et si tu essaies de tricher, normalement, je peux le fermer avant toi et récupérer, et en gros, t'as pas d'intérêt à le faire. Tout ce mécanisme-là s'effondre avec ce que tu es en train d'expliquer, c'est ça? En fait, oui, le problème, c'est que si tu envoies un paiement pendant qu'un paiement est en attente d'être complété, en gros, pendant qu'un paiement a été envoyé mais n'a pas été complètement effectué, si moi je disparais, après un certain temps, toi, il faut que tu publies cette transaction on-chain pour récupérer ton paiement. Et tu as un certain temps pour le récupérer pendant lequel seulement toi peux le récupérer, parce qu'ensuite, moi aussi, je pourrais essayer de récupérer ce paiement on-chain. Donc en fait, il faut vraiment que dans les, par exemple, 40 blocs qui suivent, tu réussisses à faire confirmer ta transaction Bitcoin. Sauf qu'avec ce type d'attaque qui s'appelle des pinning attacks, je peux faire en sorte que ta transaction, elle reste dans le même pool et elle soit jamais confirmée avant ces 40 blocs. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à essayer moi aussi de la récupérer et donc te voler de l'argent. Donc en théorie, ce qu'il faudrait faire, c'est que toi, tu puisses choisir les frais de transaction que cette transaction va payer pour toujours offrir des frais de transaction aux mineurs qui rendent ça intéressant d'inclure cette transaction avant la deadline. Sauf que dans les faits, il y a un mécanisme qui fait que tu ne peux techniquement pas le faire si je suis malicieux et que je réussis à en fait attacher une chaîne d'enfants à ta transaction qui font que les mineurs vont jamais inclure une autre transaction qui paierait plus de fees. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on résolve. Et c'est quelque chose qui est général dans Bitcoin et qui impacte pour moi tous les protocoles off-chain basés sur Bitcoin ont ce problème. C'est juste que Lightning est le plus mature, donc est le premier à s'en rendre compte, mais tous les protocoles Layer 2 vont avoir ce problème. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on résolve de manière générale dans Bitcoin. Les développeurs Bitcoin Core sont au courant. Les solutions sont moins évidentes à mettre en place parce que quand on repart au niveau Bitcoin, il y a beaucoup d'autres choses auxquelles nous on pense pas. En tant qu'utilisateur, on a juste envie de cette fonctionnalité de dire j'ai une transaction, elle paye pas assez de frais de transaction, je la remplace par une qui paye plus de frais de transaction et je veux que ça passe et que ça atteigne les mineurs. Sauf qu'en fait derrière il y a beaucoup de considérations de potentiel DOS parce que si on pouvait faire ça et remplacer régulièrement des transactions qui vont à chaque fois être republiées à tout le réseau des nœuds Bitcoin, potentiellement on génère beaucoup de trafic, beaucoup de bandes passantes et ça peut être en fait une attaque sur les nœuds Bitcoin. Il y a plein de choses comme ça qui, quand on pense juste à la fonctionnalité, nous semblent pas importants mais qui en fait sont très importants pour le système de sécurité de Bitcoin. Donc trouver une solution qui résout notre problème sans introduire de potentiels autres problèmes au niveau Bitcoin, c'est pas nécessairement trivial. Mais il y a on étudie plein de choses, on y réfléchit, on a des embryons de solutions. Voilà, donc il y a de l'espoir. Ce que je comprends, c'est que quand je bloque, moi, aujourd'hui, on va dire 0,1 Bitcoin sur le Lightning Network, qui est au final l'argent que j'aurai dans mon porte-monnaie, c'est du cash, en gros, vraiment ce qui circule vite, et c'est ce qu'on veut du Lightning Network.
c'est que demain, tu pourrais avoir des problèmes de sécurité de te faire voler ce 0,1 Bitcoin, en gros. C'est-à-dire que quelqu'un puisse rentrer dans cette faille dont tu parles et me dérober mes 0,1 Bitcoin. C'est pour ça que c'est pas une solution de storage, le Lightning. C'est pas là que tu vas garder. C'est ton argent que tu mets vraiment, c'est ton wallet, quoi. De toute façon, Lightning, ça a jamais été une solution de storage. C'est vraiment un hot wallet. C'est ton portefeuille, c'est ton cash que tu comptes utiliser à court terme. Ouais. L'argent que tu veux garder et que tu comptes pas utiliser à court terme, faut surtout pas le mettre sur Lightning. Faut que ce soit sur un cold wallet, sur un ledger, sur un autre type de hardware wallet. Et sur Lightning, c'est vraiment tes dépenses de tous les jours et tu peux le recharger régulièrement une fois que tu as fait tes dépenses et que ton portefeuille en gros est vide. Ouais. Matt Corallo le dit de façon même beaucoup plus violente en disant que clairement il faut considérer que si les gens avec qui tu ouvres des channels, tu leur fais semi-confiance et qu'ils vont pas essayer de tricher parce que sinon potentiellement ils pourraient te voler de l'argent. Mais dans le cas où tu as un channel par exemple de 0,1 Bitcoin comme tu disais, si tu fais rien, là je peux pas te voler ton argent. Le seul truc que je peux te voler avec ce type d'attaque, c'est le montant de tes paiements qui sont en train d'être effectués et pas finalisés. Donc si tu as un paiement en cours, ça potentiellement, si je suis malicieux, mais c'est pas seulement si je suis malicieux, il faut aussi que je sois malicieux, mais qu'en plus il y ait les bonnes conditions on-chain, il faut qu'il y ait un mempool assez rempli, des frais de transaction assez hauts. Donc dans les faits, depuis 1 an, les frais de transaction sur Bitcoin sont assez bas, donc ces attaques sont pas possibles. Mais il y a certaines conditions dans lesquelles ces attaques sont possibles. Mais faut pas non plus donner l'impression que c'est catastrophique parce qu'il faut quand même que le mempool soit rempli, que les frais de transaction Bitcoin soient constamment hauts pour que cette attaque réussisse. Donc c'est quand même une attaque qui est relativement compliquée à mettre en œuvre, mais qui est possible dans certaines conditions, donc on veut résoudre. Si aujourd'hui je télécharge du coup le wallet A5, donc Phoenix, et que j'envoie de on-chain à mon wallet, on va dire 0,1 Bitcoin, il risque rien cela, si je comprends bien. À ce moment-là. Oui, à ce moment-là, parce que là, du coup, j'ai ouvert un canal avec A5. Exactement. Et tant que le canal n'est pas utilisé, là, pour le coup, on n'a aucun moyen de te voler ton argent. Donc, à quel moment Si par contre, ensuite, tu fais un paiement Lightning à quelqu'un et que notre nœud décide d'être malicieux et de garder le paiement en attente et ensuite de faire un force close on-chain et d'essayer de te voler cet argent, on pourrait potentiellement te voler le montant de cet argent si les bonnes conditions... Mais ça serait ici, ça serait A5 ou la personne... Ça serait obligatoirement A5. Donc là, il faudrait que tu nous fasses vraiment pas confiance et le problème c'est que tu nous connais, donc tu viendrais te plaindre. Mais c'est super intéressant parce qu'au final, alors que la L1, vraiment la base chain est vraiment... sans aucune confiance, on voulait retirer tout aspect de confiance de la chaîne principale. Je vois de plus en plus arriver sur les surcouches une certaine dose de confiance et de centralisation. Et ça me dérange pas du tout. C'est-à-dire que, oui, il y a un moment, éventuellement, on va repasser par A5, on va repasser par on va en reparler juste après, mais les service providers, liquidity providers, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose, une vision qui match un peu ton idéologie, ou tu veux que la L2, Lightning, soit aussi décentralisée, aussi trustless, sans confiance, que la L1? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être les deux. Et on fait en sorte que la technologie puisse être utilisée de façon complètement décentralisée, et les gens qui utilisent un wallet dans lequel ils gèrent complètement leur channel ou qui ont leur propre nœud Lightning l'utilisent de manière complètement décentralisée avec aucune confiance et n'ont pas besoin de se connecter à des LSP en particulier. Mais c'est aussi possible de donner une UX plus simple, de proposer des services pour faciliter la vie de l'utilisateur en rajoutant en échange un petit peu de confiance. On essaie de minimiser la confiance. De confiance. C'est pas non plus du full custodial, etc. Mais tu passes par le nœud A5 et ça te facilite quand même vachement la vie, quoi. Exactement. Ça nous permet de t'offrir des services qui sont faciles à gérer pour nous et qui te rendent la UX sur ton wallet bien meilleure. Et je pense que de toute façon, on peut pas empêcher que des gens émergent et proposent des services sur n'importe quel réseau, même décentralisé. Et après, c'est le choix des utilisateurs d'utiliser ces services ou non en fonction de eux. Quel est leur besoin, quel est le niveau de confiance qu'ils sont prêts à accorder. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais voir plus de diversité dans les wallets qu'il y a dans l'écosystème, parce qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins 2 types de wallets. Il y a soit des wallets complètement custodiaux, et ça c'est pas terrible, soit des wallets non custodiaux comme Phoenix ou Breeze, mais qui font à peu près la même chose, qui ont exactement les mêmes trade-offs de confiance envers le LSP. Alors qu'en fait, la technologie permet de créer... Juste LSP, c'est... Lightning Service Provider. En gros, un nœud privilégié qui est géré par une entreprise comme A5, auquel tu te connectes et qui va te rajouter des services pour te rendre l'expérience plus agréable. Mais...
C'est tout à fait possible de créer des wallets qui choisiraient des trade-offs assez différents. La technologie le permet, mais il n'y a juste personne aujourd'hui qui construit ces wallets. Et je pense que ce serait utile parce que ça permettrait d'avoir différents types de wallets en fonction de ce que veulent différents profils d'utilisateurs. Donc, pourquoi certaines sociétés, au final, tu peux être juste comme A5, un nœud, mais laisser du full custodial aux utilisateurs, en tout cas qu'ils aient possession de leurs clés. Quel est l'avantage, au niveau technique vraiment, quel est l'avantage de pas juste être un nœud, tu vois, genre de garder les satoshi des utilisateurs? C'est beaucoup plus simple. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles parce qu'il n'y a pas à gérer, c'est un peu redevenir une banque et on peut mentir à l'utilisateur pour lui donner une bonne UX en lui disant qu'il a tant d'argent et ensuite on n'a pas à vraiment garantir la sécurité. Toutes les fonctionnalités sont beaucoup plus simples à faire parce qu'elles ressemblent plus à des fonctionnalités normales de mobile surtout qui si appellent une API. Des utilisateurs au sein, qui utilisent toutes le même wallet. En gros, si nous, tous les quatre, on utilisait, je sais pas, quel est un exemple de wallet? Wallet of Satoshi, par exemple. Si un utilisateur Wallet of Satoshi envoie de l'argent à un utilisateur Wallet of Satoshi, en fait, il n'y a pas besoin d'utiliser Lightning. Il n'y a rien qui se passe. Tout est dans leur base de données, comme dans une banque où ils prennent le compte d'un, ils le décrémentent et ils incrémentent le compte de quelqu'un d'autre. Donc en fait c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple et eux ça leur demande surtout pas de vraiment avoir des bitcoins à transférer et ça leur demande de pas vraiment utiliser Lightning et ça leur permet de faire un truc qui coûte 0 en frais de transaction. Mais par contre avec l'énorme risque que si Wallet of Satoshi décide de voler l'argent de tout le monde, ils partent avec l'argent de tout le monde. Donc ça pour moi c'est pas acceptable. Mais le problème c'est que construire la même expérience, la même UX tout en restant non custodial, c'est beaucoup plus de travail que de le faire en étant custodial. Donc la barrière à l'entrée est plus haute, mais notre but avec A5 et je pense aussi Breeze, c'est de faire en sorte que les wallets non custodiaux soient au moins aussi bons que les wallets custodiaux pour que l'utilisateur puisse vraiment choisir la solution où c'est lui qui reste en possession de ses clés sans avoir à sacrifier trop de UX. Sans aucune friction. Et parce que là, la grande différence, du coup, que les gens comprennent bien, c'est qu'avec un wallet Phoenix d'A5, c'est que moi, j'ai bien mes Satoshi sur mon wallet, si je puis dire. Et en fait, je vais juste passer à travers A5. Je suis connecté à A5, qui lui-même est connecté par contre à des milliers et des milliers et des milliers de personnes et du coup c'est A5 qui va gérer en fait comment je paye ma boulangère, par où je passe pour payer ma boulangère ou Richard ou Kylian, etc. Exactement, et chaque paiement que tu fais va être un vrai paiement Lightning qui utilise vraiment la technologie Lightning de traverser plusieurs nœuds avec de l'onion routing pour protéger ta vie privée et garantir que même nous on peut pas te voler ton argent quand on voit un paiement. Est-ce que ça sera ça, Lightning, pour toi, dans le futur? Ça veut dire que c'est pas une toile d'araignée, mais c'est en gros un réseau décentralisé et distribué, mais vraiment avec des gros nœuds, par contre, centraux, A5, Kraken peut-être, en tout cas, des entités et des entreprises privées qui seront connectées à des centaines, voire des millions de personnes, et en fait, qui seront les carrefours du Lightning Network, et tout le monde passera à travers eux. Est-ce que ça peut ressembler à ça, ou tu vois un futur proche où les solutions seront tellement simples à utiliser pour les utilisateurs que n'importe qui sera capable de manager un nœud? Au final, non, tu auras vraiment une map très 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 distribuée, décentralisée. Je pense que le but, c'est que n'importe qui puisse assez facilement, n'importe qui quand même d'assez technique, qui est capable de faire tourner un logiciel sur un petit serveur et de l'opérer et de vérifier que tout se passe bien, sera capable de faire tourner un nœud Lightning, de faire tourner son petit nœud Lightning, mais on ne peut pas empêcher que l'argent est distribué de façon inégale, donc il y aura évidemment des nœuds qui seront plus gros que d'autres. Et pour les utilisateurs qui choisissent uniquement l'efficacité et la simplicité, passer à travers ces nœuds qui ont plus de liquidité, ça sera beaucoup plus simple. Donc, va y avoir beaucoup de nœuds plus gros qui vont faire une sorte de backbone du réseau. Ça n'empêche pas qu'il y ait plein de petits nœuds autour et que des gens qui veulent éviter ces gros nœuds pourront éviter ces gros nœuds et passer par les petits à côté. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque wallet ou chaque utilisateur va choisir son type d'expérience, va choisir si ça le dérange ou pas de passer par ces gros nœuds un peu centralisateurs, ou si au contraire ça ne le dérange pas parce qu'on réussit quand même à garantir assez de vie privée, même en passant à travers ces gros acteurs. Donc les deux sont possibles, la technologie permet les deux pour ensuite permettre de satisfaire différents profils d'utilisateurs. Ce qui est incroyable, en tout cas moi, ce qui m'impressionne ou ce que je vois là arriver, c'est en fait un réseau de paiement où il y a une telle concurrence entre les nœuds, entre les ASP dont on va parler, que ça va tirer les coûts vers le bas.
très probablement, et puis surtout améliorer significativement l'expérience utilisateur. Au final, tout le monde va se battre parce que c'est un marché ouvert. Exactement. Et ça, c'est parfait pour l'utilisateur parce que ça va forcer les nœuds à être hyper concurrentiels et personne ne va pouvoir demander des frais de transaction qui seraient aberrants parce que tout de suite quelqu'un d'autre va arriver et va demander des frais de transaction beaucoup plus normaux et tous les utilisateurs vont partir vers ce nœud-là pour leur routing et donc ça va mettre le premier out of business. Donc ça force, c'est très bon pour l'utilisateur et pour le prix final de la technologie, ça va la forcer à vraiment correspondre au coût et à pas permettre de gagner beaucoup d'argent, mais c'est aussi quelque chose qui peut être un problème pour tous les gens qui pensaient que faire tourner un nœud Lightning pour du routing pouvait être quelque chose de très rentable. Je pense que ça ne le sera jamais. C'est très concurrentiel, c'est un réseau ouvert, il n'y a pas de moyen de bloquer les utilisateurs dans ton écosystème parce que ça c'est vraiment un des ethos fondamentaux de Bitcoin, c'est que si l'utilisateur veut sortir, il a ses clés, il est capable de sortir son argent et il n'a jamais besoin de passer par un service provider en particulier. Donc personne ne pourra, à mon avis, gagner énormément d'argent avec uniquement ce business de routing ou de service sur le Lightning Network. C'est pas quelque chose qui va faire un Amazon ou un Google. Comme on disait la dernière fois, c'est par exemple si toi tu avais un Bitcoin c'est beaucoup, mais en gros un Bitcoin bloqué sur le Lightning Network, tu pourrais du coup prendre des frais à chaque fois qu'on utilise ce Bitcoin si je passe à travers toi pour payer Richard, etc. Et c'est comme ce yield sur le Lightning Network, c'est ça dont on parle, mais comme il y a une énorme concurrence, au final, ce yield va être extrêmement faible. Exactement, mais ta marge, elle restera très faible. Comment on se fait de l'argent sur le Lightning Network ? En gros, parce que là, il y a beaucoup d'entreprises qui débarquent sur le secteur, A5 par exemple. Quelle est votre vision du coup comment vous allez gagner votre vie et payer les salaires parce qu'il y a des investisseurs par exemple dans A5, il y a bien une projection de ça va être rentable d'être dans cet écosystème. Donc, quels vont être un peu les métiers du Lightning Network de demain ? C'est dur à dire parce que c'est en fait encore très tôt et je pense que même dans 2 ans, ça sera encore très tôt pour parler de ça. Ça va vachement dépendre de l'adoption en fait parce qu'aujourd'hui, la seule activité qui se passe sur Lightning, c'est que des gens puissent faire des paiements, mais il n'y a pas énormément de marchands qui acceptent des paiements. Donc pour l'instant, c'est beaucoup des gens qui se font des paiements entre eux ou alors des pays comme le Salvador où les gens se font des paiements entre eux, mais vraiment sur un téléphone portable. Ça donne pas c'est pas vraiment une grosse économie, un énorme volume qui tourne dessus. Et uniquement, on prend des frais de transaction pour les services qu'on offre, la liquidité qu'on offre aux utilisateurs et le routing. Mais ça, c'est pas quelque chose qui, comme on a dit, qui va faire des grosses marges. Et c'est pas encore très clair comment quelqu'un va générer beaucoup de yield sur le Lightning Network. Mais par contre, c'est un vrai projet de R&D qui est en cours, où il reste beaucoup de choses à construire. Et là, on a la chance que nos investisseurs aient compris ça et signé pour ça. Pour un projet, on va passer beaucoup de temps à construire toute une infrastructure, toute une plateforme. Et une fois que la plateforme sera construite et commencera à vraiment être utilisée, c'est là qu'on sera capable de dégager de la valeur. On sera les mieux placés pour savoir où dégager de la valeur. Mais je pense que c'est pas au niveau du routage ou du service provider. On va gagner un peu d'argent, mais clairement pas de quoi devenir riche. Mais par contre, c'est peut-être plus au niveau des marchands que là, il y a quelque chose à faire. Parce que les marchands qui veulent recevoir, qui ont besoin de se faire payer, qui ont besoin de cette technologie pour recevoir, seront peut-être prêts à payer plus de services pour leur faciliter la vie. Et c'est peut-être là qu'il y a un business model à construire. Mais pour être honnête, on n'en est pas là encore et c'est pas quelque chose qu'on regarde à court terme. Vous devez être quand même sacrément intelligent et persuasif au niveau des investisseurs pour les faire investir dans une société. On ne sait pas encore quel est le produit final, mais c'est de la bombe ce qu'on fait. C'était un peu ça le pitch. Il y a un potentiel énorme. On a eu vraiment beaucoup de chance avec nos investisseurs parce qu'ils croient en Bitcoin, ils croient en l'avenir de cette technologie, en l'importance de cette monnaie qui ne sera pas gérée par un État, qui est décentralisée. Et donc, ils savent que si cette chose fonctionne, il y aura quand même de la valeur à dégager. C'est sûr qu'on réussira à dégager un peu de valeur. Et en ayant construit toute cette technologie, on sera les mieux placés pour le faire. Donc et on a de la chance qu'ils aient accepté cette vision-là et qu'ils nous laissent construire, faire de la pure R&D pour avancer l'état de cette plateforme. C'est marrant, ça me fait vraiment penser au moteur de recherche à Google ou Facebook, où tout le monde regardait ces sociétés il y a quelques années et au départ, mais comment vous allez monétiser ça ? Au final, comment vous allez vous faire de l'argent avec un moteur de recherche sur Internet ? C'est déjà pas grand monde qui l'utilise et ensuite comment tu vends ? À quoi ça sert ? Mais l'idée, c'est de se dire qu'une fois qu'on a construit quelque chose qui est vraiment utile pour les gens, dont les gens peuvent plus se passer, là, c'est sûr qu'on peut trouver un moyen de créer de la valeur, de créer des services qui vont être utiles pour les gens et que les gens seront prêts à payer, pour lesquels les gens seront prêts à payer.
Et justement, en continuant le parallèle avec Google et Facebook, on ne savait pas comment les monétiser au départ, et au final, comment ils se font énormément d'argent, c'est en monétisant la data. Est-ce que ça serait une éventualité sur le Lightning que en fait, les métadatas que les nœuds traitent, donc ils savent pas que je suis Guillaume Goillard, etc., mais en tout cas, ils savent qu'il y a X Satoshi qui sont passés de là à là. Est-ce que ça serait un business model, en fait, que l'Internet d'aujourd'hui devienne le Lightning de demain? Tu vois ce que je veux dire au niveau des informations des utilisateurs, et ça soit ça, la matière première du Lightning Network, et qui vaut très très cher. Mais alors là, absolument pas. Okay. C'est absolument pas ce qu'on veut faire, parce que c'est vraiment l'inverse A5, mais est-ce que ça serait une possibilité dans l'industrie? Est-ce que ça serait quelque chose de possible de monétiser la data? Je pense pas qu'il y ait de la data utile à monétiser, parce que même si un nœud proposait de revendre, dans ce cas ce serait typiquement à revendre à Chain Analysis ou ce genre de choses, les données pour permettre d'essayer de suivre les transactions des gens, ce nœud ne verrait qu'une petite portion du trafic, ne serait pas capable d'en faire grand chose. Donc je pense pas que ce soit de la donnée qui soit très utile à monétiser. Et surtout, c'est vraiment l'inverse de ce que veulent faire les gens qui participent au réseau. Après, ça n'empêche pas que des acteurs justement qui n'ont pas les mêmes valeurs que Lightning viennent justement pour essayer de contrecarrer au contraire ce que propose Lightning. Mais je pense pas que ce soit un business model efficace pour eux. Et en tout cas, c'est clairement pas ce que nous, on veut faire. Et c'est ce qui complique aussi la tâche, parce que des Google ou des Amazon, une fois qu'ils ont capturé une base d'utilisateurs, les utilisateurs sont vraiment bloqués dans l'environnement. C'est très dur de sortir de Facebook, c'est très dur de sortir d'Amazon, c'est très dur de sortir de Google, parce que tous les autres gens qu'on connaît sont déjà dans ce réseau, parce que toutes nos données sont là, que c'est compliqué de recommencer à zéro ailleurs. Alors qu'au contraire, nous, avec Bitcoin et Lightning, c'est l'inverse. On fait en sorte que pour l'utilisateur, ce soit très facile de partir. Donc ça rend ça plus compliqué de construire un business model, parce que c'est facile d'avoir un business model quand on sait qu'on garantit que nos utilisateurs ils sont bloqués dans notre environnement. Mais le problème, c'est que nous, on veut l'inverse. On veut permettre quelque chose qui est bien pour l'utilisateur. Donc ça rend ça plus complexe pour nous d'extraire de l'argent de leur activité. Et c'est pour ça qu'il va falloir mieux réfléchir à des services qui seront assez utiles et dont les gens pourront vraiment pas se passer, qui fait qu'ils seront prêts à payer un prix honnête pour ces services-là. Par rapport à l'UX, tu disais tout à l'heure, quelle est votre réflexion chez A5? Est-ce que c'est 10, 20, 50, 80% du budget? À quel point c'est important l'UX pour l'adoption du Lightning Network? Des trucs tout bêtes, hein, mais la taille du bouton, est-ce que le bord est arrondi? Enfin, des trucs... la facilité d'utilisation et à quel point l'application est plaisante. À quel point vous vous concentrez là-dessus, ou est-ce que c'est un peu trop tôt pour réfléchir à ça? Et comme tu disais, il y a d'autres problèmes. C'est hyper important, parce que Bitcoin, ça fait peur. Lightning, ça fait encore plus peur. Quand on a besoin de commencer à comprendre techniquement comment ça marche, ça fait très peur et ça exclut l'énorme majorité de la population. Et notre but, c'est que ça soit utilisable par quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin de comprendre Bitcoin et surtout pas besoin de comprendre Lightning. Et donc c'est compliqué, parce qu'il y a des frais inhérents à la façon dont fonctionne Lightning. Quand on est obligé d'ouvrir des nouveaux channels ou de faire des transactions on-chain, ça va coûter plus cher que quand des paiements se passent entièrement off-chain. Mais il faut qu'on trouve des moyens de le rendre compréhensible à l'utilisateur sans lui parler de Lightning, sans lui parler de Bitcoin. Il faut que ce soit quelque chose d'assez naturel pour lui. Et pour ça, il y a des changements dans le protocole qu'il faut qu'on réussisse à faire passer, qui vont nous permettre d'améliorer encore cette expérience et de mieux expliquer à l'utilisateur avec des choses imagées qui ne parlent pas directement de Lightning, mais qui sont une bonne métaphore pour lui faire comprendre pourquoi certaines choses coûtent un peu de frais de transaction et d'autres beaucoup moins. Et donc on passe beaucoup de temps là-dessus. C'est Dominique et Roby chez nous qui font tout ça. Nous, Pierre-Marie, Fabrice et moi, on n'a absolument pas touché à la UX, parce qu'on a la chance que Dominique fasse ça très bien. Tu les féliciteras parce que vous avez une incroyable interface utilisateur. Bah c'est tout Dominique, j'ai rien à voir là-dedans. Donc merci Dominique, super. Est-ce que pour toi, il y a eu énormément d'annonces au dernier Bitcoin Miami il y a quelques mois à propos du Lightning Network, Strike, Blackhawk, il y a beaucoup, Shopify. En les entendant, on avait l'impression que ça y est, Amazon allait bientôt faire passer ses paiements sur le Lightning Network. Il y a eu certains experts qui étaient très sceptiques, voire inquiets de ces annonces, parce que c'était une vague qui n'était pas gérable encore sur le Lightning. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était trop tôt, et quels sont les risques de ce type d'annonce si c'est pas fait correctement? Alors en fait,
Il y a vraiment deux façons principales. Ça dépend énormément de comment ils intègrent vraiment Lightning. Parce que de la même manière que le Salvador utilise Lightning, mais en fait, pour la plupart des paiements, ne passe pas vraiment par Lightning, parce que si tout le monde utilise le même wallet, Chivo Wallet du gouvernement, en fait, c'est un peu comme ce qu'on disait avec Wallet of Satoshi. Un utilisateur Chivo qui paye un autre utilisateur Chivo, c'est juste une base de données qui a besoin d'être mise à jour. Donc même si on le dénomine en Bitcoin ou en dollars et qu'on dit que c'est Lightning, au fond, c'est juste mettre à jour une base de données. Et la plupart de ces gens-là, la façon dont ils vont construire leur intégration Lightning, ça va être passer uniquement par un gros channel entre deux nœuds dans leur réseau et pas faire du vrai Lightning multi-hub. Donc en fait, ils utilisent qu'une toute petite partie du réseau qu'ils ont créé eux-mêmes et c'est pas l'expérience complète Lightning. Donc ça ressemble à Lightning, mais ça n'a pas beaucoup des contraintes de Lightning, mais ça n'a pas non plus beaucoup des garanties de Lightning, des garanties de décentralisation et de protection de la vie privée. Donc ça peut très bien marcher à l'échelle relativement bien. C'est juste que ça va donner une fausse impression aux gens qui sont en train d'utiliser Lightning alors qu'ils ne sont pas vraiment en train d'utiliser Lightning. Ils sont en train d'utiliser un petit substitut de Lightning. Et surtout, il faut imaginer que oui, il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup envie d'être sur la nouvelle technologie, mais il y a 4 ou 5 ans, Microsoft acceptait aussi Bitcoin sur le Microsoft Store. Ils se sont rendus compte que personne ne l'utilisait et que c'était compliqué à gérer pour eux pour plein de raisons de taux de change, de gérer du Bitcoin sur leur balance sheet. Ils ont juste arrêté. Là, c'est pareil. On peut offrir, c'est techniquement possible d'offrir aux gens la possibilité de payer en Bitcoin sur Amazon. Ça ne veut pas dire que beaucoup de gens vont le faire. Donc, au fond, ça ne posera pas nécessairement de problème de scalabilité. À terme, peut-être, mais ça dépend énormément de comment ils choisissent de le faire. Mais je ne pense pas que ça fasse beaucoup de mal de faire ce genre d'annonce parce que dans les faits, je ne suis pas sûr que ça rajoute énormément de trafic sur la vraie partie du réseau Lightning. Donc, c'est un peu du marketing. C'est beaucoup du marketing. Effet d'annonce. Est-ce que dans un futur plus ou moins proche, tu vois du coup Lightning comme unique solution de mise à l'échelle ou alors, et qui va s'améliorer, qui va se perfectionner, ou alors on aura Bitcoin en L1 et puis un certain nombre de réseaux L2, sidechain L2 et de solutions XYZ qui permettront du coup la mise à l'échelle, le nombre de transactions, enfin augmenter le nombre de transactions par seconde, etc. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est Bitcoin Lightning ou bien il va y avoir une pléthore de solutions dans le futur qui vont arriver? Par exemple, les ZK, on parle beaucoup de ZK en France avec Abdelhamid, etc. Comment tu vois un peu les choses évoluer? Alors c'est dur à dire parce que c'est dur d'imaginer ce qui sera construit, mais je pense pas qu'il y ait une explosion de solutions différentes parce que ça crée tout simplement de la fragmentation dans l'écosystème. Les gens qui sont sur une solution de scaling ne pourront pas payer les gens qui sont sur une autre, à moins de construire plein de bridges complexes. Et c'est au niveau de ces bridges en général qu'il y a plein de problèmes de sécurité. Donc je suis pas sûr, tout simplement par effet de réseau et par simplicité pour l'utilisateur, je suis pas sûr qu'il y ait une vraie explosion de systèmes. Par contre, je pense que c'est sain qu'il y ait quand même de la compétition entre différents systèmes pour que si quelque chose de mieux que le Lightning Network émerge, ce soit cette chose-là qui gagne. Mais je pense qu'à terme, dans ce cas, si vraiment il y a quelque chose qui est fondamentalement mieux que le Lightning sur toutes les dimensions, c'est nous qui allons changer et venir adopter ce truc-là. Mais ça m'étonnerait beaucoup que quelque chose arrive et soit fondamentalement mieux que Lightning sur toutes les dimensions. À mon avis, ce sera juste un choix de trade-off différent. Il y aura Lightning fait certains trade-offs, une autre solution de scaling fera d'autres trade-offs. Certains utilisateurs seront plus confortables avec une solution plutôt qu'une autre, mais je ne pense pas que quelque chose vienne entièrement remplacer Lightning, sauf si on découvre un vrai problème fondamental qui rend Lightning inutilisable. Mais je ne pense pas que ce soit le cas et j'espère pas que ce soit le cas. Toi, du coup, sur Bitcoin, même pas forcément lié à la mise à l'échelle, quels sont, à part le Lightning Network sur lequel tu travailles, mais d'autres projets qui t'excitent tout particulièrement, enfin, des choses que tu suis de près parce que c'est des améliorations sur Bitcoin ou c'est des projets qui vont vraiment apporter énormément de bénéfices à la communauté et aux utilisateurs? Alors, il y a des choses que je suis de près, mais qui ne vont pas beaucoup parler aux utilisateurs, qui sont des propositions de soft fork sur Bitcoin qui rajoutent des fonctionnalités en plus et qui nous serviraient pour Lightning. Par exemple, des choses comme Tapleaf Update Verify, toutes les solutions de covenants possibles qu'on pourrait rajouter à Bitcoin, mais principalement parce ça nous permettrait de faire L2, une sorte de deuxième version de Lightning où on change légèrement la façon dont sont gérés les channels. Ça change pas fondamentalement le principe de Lightning, mais ça change un des détails techniques et ça nous permet d'améliorer beaucoup de choses. Mais ça, c'est des changements
techniques sur Bitcoin qui aussi permettent de développer d'autres choses que Lightning, par exemple les payment pools et ce genre de choses. Mais parce que L2, du coup, c'est pas L2, L et 2, c'est un nom de projet, L2. Même si c'est une référence à L2. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que L2 ? Tu es la deuxième personne qui le mentionne sur GAC après Fanis. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de ce que c'est ? Alors en fait, la façon... Il y a plusieurs choses. Donc L2, c'est E-L-T-O-O, pour exactement, ceux qui veulent aller chercher sur Internet. L2. Exactement. Okay. L2, donc c'est un papier de recherche à la base qui a été publié par Rusty et Christian de Blockstream et Laolu de Lightning Labs. Il y a déjà assez longtemps, il y a, je pense, 4 ans. Au moment où Lightning finissait d'être, la première version de Lightning finissait d'être développée, c'était une manière différente de gérer les transactions associées au channel si on avait un certain changement sur Bitcoin. En fait, c'est d'abord identifier qu'un certain changement sur Bitcoin nous donnerait plus de flexibilité pour construire un Lightning plus efficace, en gros. Et ça fait longtemps qu'on essaye de motiver le monde Bitcoin à accepter ce changement sur Bitcoin. Il y a eu beaucoup, au fil des ans, il y a eu beaucoup de recherches qui a été faites autour de ça, parce que tout ça rentre dans le grand écosystème de ce qu'on appelle des covenants sur Bitcoin. Il y a plein de différentes solutions légèrement différentes de ce qu'on avait proposé qui ont émergé et qui permettraient aussi de créer L2 ensuite. Donc pour l'instant, c'est un gros sujet de recherche sur Bitcoin. Quel changement faire qui pourrait permettre de créer le genre de choses qu'L2 souhaite être. Et donc nous, on essaye de pousser ces choses-là, mais on n'essaie pas non plus de forcer Bitcoin à adopter la solution en particulier qu'on a identifiée, parce que c'est pas nécessairement la solution qui servira à beaucoup d'autres choses que L2. Même si je pense que ça peut être une bonne solution, mais beaucoup de gens sont en train de réfléchir à ce problème plus général sur Bitcoin, et une fois que quelque chose émergera, on pourra l'utiliser pour construire L2. Et du point de vue des utilisateurs, ça ne changera rien. Ils ne verront pas que quelque chose a changé dans Lightning et dans leur wallet, mais ça va nous permettre d'être plus efficaces, de faire baisser les frais de transaction, de régler certains problèmes de sécurité. Donc c'est une mise à jour importante. Est-ce que L2 est lié d'une manière ou d'une autre au BIP 119, à l'implémentation des... Alors, BIP 119, c'est Sigash No Input. Des CTV. Alors, c'est CTV. Justement, CTV ne permet pas de faire L2. CTV s'inscrit dans cet écosystème de propositions pour faire des covenants sur Bitcoin, et une solution qui permet de faire un covenant un peu simplifié, mais c'est pas suffisant malheureusement pour L2. Donc c'est pour ça que nous, on pousse pas particulièrement pour CTV, parce que ça n'apporte pas grand-chose pour Lightning. Okay. Mais d'autres solutions comme Sigash No Input, Sigash Any Prevout, qui sont des choses qui ont été proposées il y a longtemps par Christian Decker et Anthony Towns, sont des choses qui, eux, permettent de faire L2 et permettent de faire d'autres choses comme des vaults ou d'autres payment pools sur Bitcoin. Mais là, c'est du coup une modification du protocole de base. C'est un soft fork sur Bitcoin, donc ça va prendre beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de discussions, et surtout, c'est quelque chose qui permet de débloquer potentiellement beaucoup de fonctionnalités sur Bitcoin, peut-être trop. Et le débat en ce moment, c'est est-ce qu'on veut donner un mécanisme aussi puissant sur Bitcoin, ou est-ce que c'est pas dangereux de donner un mécanisme aussi puissant sur Bitcoin? Et qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il faut. Moi, je pense que de toute façon, ça finira par arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça finira par arriver. Sous quelle forme exactement? Ça vaut le coup d'y réfléchir, et ça vaut le coup de ne pas se précipiter, parce que ça prend beaucoup de temps de faire un soft fork, ça demande beaucoup d'efforts de beaucoup de personnes. Donc autant le faire une fois qu'on a une solution qui est assez satisfaisante et qui permet de couvrir l'ensemble des use cases qui nous intéressent. Donc on n'est pas nécessairement pressé pour trouver la bonne solution. Mais ça avance régulièrement, il y a régulièrement des nouvelles propositions qui sont faites dans ce domaine, et je pense que c'est quelque chose qui arrivera à terme. Donc tu n'es pas forcément de ceux qui pensent que Bitcoin doit s'ossifier et au final ne plus bouger parce que c'est la couche de base, tout doit être fait en L2, enfin, adaptez-vous à la technologie existante. Non, je pense que si on fait ça, malheureusement, ça, d'un point de vue de sécurité de Bitcoin, ça aurait beaucoup de sens. Ça garantirait qu'on peut se concentrer sur uniquement garantir que Bitcoin tel qu'il est et sécurisé va le rester, parce que chaque changement, c'est un risque quand même pour Bitcoin. Chaque soft fork est un gros risque pour Bitcoin, mais je pense que Bitcoin n'est pas assez mature. Il manque des choses importantes si on veut vraiment que Bitcoin puisse passer à l'échelle, être utilisé efficacement par beaucoup de monde. Donc on ne peut pas se permettre de l'ossifier maintenant. Mais c'est mon avis, et beaucoup de gens peuvent... Ouais, c'est intéressant. Et quand tu parlais du coup des fonctionnalités qui pourraient être implémentées sur Bitcoin, est-ce qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois? Est-ce que tu es plutôt du camp des Gilles Cadignan, où tout sera, et Pierre Noisa, tout sera à un moment donné développé sur Bitcoin, ou tu vois
un univers multi-chain où au final Bitcoin fait très bien ce pourquoi il a été conçu, réserve de valeur, moyen de paiement, mais il ne faut pas demander à un marteau de mettre une vis, tu vois. Donc, est-ce que cette adaptabilité va arriver un jour sur Bitcoin et programmabilité surtout? C'est une bonne question et honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sens qu'il y ait énormément de chaînes différentes pour faire la même chose. Pour le coup, pour la partie paiement, je pense que ça ne sert à rien qu'il y ait 20 chains différentes qui permettent de faire des paiements. Ça n'a aucun sens, ça fragmente l'écosystème et à long terme, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Mais par contre, pour d'autres cas d'utilisation, s'il y a vraiment de la demande derrière, si ça sert vraiment à résoudre quelque chose dans la vie des gens, je ne sais pas si tout devra se faire sur Bitcoin ou pas. J'en ai aucune idée. En tout cas, je sais que par contre, sur Lightning, parce qu'on parle beaucoup de choses assez similaires sur Lightning, des gens veulent transformer Lightning en absolument tout. Que Lightning, ce soit aussi un endroit où on fait du chat encrypté peer-to-peer, l'endroit où on fait Internet et on route des paquets Internet sur Lightning, ou qu'on route des vidéos Netflix sur Lightning. Ça, pour le coup, je suis absolument contre. Je trouve que c'est irréaliste. Parce qu'en fait, ça ne peut pas marcher. Techniquement, ça ne peut pas marcher. C'est des choses qui vont voler en gros de la bande passante aux paiements qui sont le cas d'utilisation principal de Lightning. Et je pense que Lightning devrait uniquement servir à faire des paiements et que c'est déjà énorme de réussir à faire un réseau décentralisé qui permet de payer quelqu'un à l'autre bout du monde instantanément avec des frais de transaction assez bas. Si on réussit à faire ça et que ça marche, c'est déjà énorme. Donc, faut pas cannibaliser Lightning avec plein d'autres cas d'utilisation qui risqueraient de mettre en danger ce cas d'utilisation principal. Après, sur Bitcoin, je suis pas sûr qu'il y ait le même genre de problème, parce que tous ces cas d'utilisation à part seraient probablement faits plus ou moins off-chain ou dans des sidechains et ne pollueraient pas nécessairement beaucoup Bitcoin. On aurait juste besoin, à mon avis, régulièrement de faire une transaction sur Bitcoin pour cacher un élément, un commitment, ce genre de choses. Donc, peut-être que ça peut marcher de tout mettre sur Bitcoin. Mais honnêtement, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, d'ici l'année prochaine, d'ici Biarritz 2023, Surfing Bitcoin 2023? Qu'est-ce que les grands projets et les grands objectifs là, des 12 prochains mois? Alors, on a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille qui sont d'assez gros changements sur Lightning et qui sont des choses dont on discute depuis des années en fait avec les autres implémenteurs. Et là, c'est le moment où enfin on s'y met et on a trouvé la bonne façon d'implémenter ces choses-là. Donc on est vraiment les mains dans le cambouis, mais c'est beaucoup de fonctionnalités différentes qui prennent un temps énorme pour les faire correctement. Donc ce que j'aimerais bien, c'est que cette grande liste de choses que j'ai à faire, de choses sur lesquelles on travaille chez A5 en ce moment, qu'on ait eu le temps de tout finir dans 12 mois. Et que dans 12 mois, tout ça se soit intégré dans Eclair, dans les autres implémentations, dans Phoenix, et que les utilisateurs puissent en bénéficier. Super. Merci beaucoup, Bastien. Merci à toi. C'était un plaisir. À bientôt. À la prochaine. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à appuyer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de 10 € offerts pour l'ouverture d'un compte Premium, le meilleur endroit pour acheter du Bitcoin. Le lien est dans la description de la vidéo.